Bonjour à tous et bonjour Denis. Bonjour Eric. Alors, avec notre cabinet d'avocats, l'Andois Associés et EVK, nous avons décidé de faire un numéro tout à fait spécial pour bénéficier des lumières de Denis Pouillard, ici présent, professeur et bien connu, qui va analyser avec nous ce que on peut retenir de ces élections sénatoriales de 2023. Avec une première question, que peut-on retenir justement ? Alors, depuis dimanche soir, effectivement, on parle de stabilité. Bien évidemment. Après, nous ne sommes pas dans la situation de 2011 où il y avait eu non pas ce raz-de-marée, mais cette conquête de la gauche et cette première, en quelque sorte, lorsque le Sénat avait basculé et pour la première fois dans l'histoire de la Ve République. Bon, nous n'en étions pas et nous n'en serons pas encore pendant les prochaines années à ce type de scénario. Stabilité, oui, mais stabilité dans les grandes masses. C'est-à-dire que l'opposition au gouvernement, l'opposition massive au Sénat, constituée par la gauche et par la droite, n'a pas changé dans d'énormes proportions. En revanche, il ne faut pas dire non plus que le groupe LR, en l'occurrence, a gagné et qu'il reste le parti dominant. Il a perdu des sièges, et de manière importante. Il va en récupérer peut-être, mais en tout état de cause, il n'est pas dans une situation monopolistique telle qu'on l'entendait dans les commentaires dimanche soir. Alors, stabilité. Allons de la gauche à la droite. Pas d'entrée du LFI, ça on s'y attendait. Bien sûr. PC, relative stabilité. Des gains. Quelques gains. Un brin surprenant même. Oui et non, parce que c'est les conséquences également des municipales de 2020 et c'est surtout à certains endroits la réussite, il faut le reconnaître, des constitutions de listes d'union de la gauche. Voilà. PS, stabilité plutôt au profit des PS historiques par rapport à la nouvelle ligne. Oui, alors le PS, là aussi, conséquence des élections de 2020, les municipales, le corps électoral sénatorial, les socialistes retrouvent quelques couleurs et reprennent place dans certains départements, et par leur composition de liste d'union de la gauche et leur ouverture vers les Verts, notamment, comme à Paris, permettent de faire rentrer et de consolider le groupe Vert au Sénat. Centriste et majorité, on va en parler tout à l'heure avec les groupes. LR, petite baisse, et arrivée de trois sénateurs, proches du Rassemblement national, c'est ça ? Alors, il y a effectivement une entrée de sénateurs du Rassemblement national. Il y en avait déjà un, mais qui n'était pas, extrême droite. Le Conseil d'État nous autorise maintenant à parler de l'extrême droite. Tout ça, ça ne fait pas un groupe, naturellement. Mais là aussi... On rappelle que le groupe, c'est 10, 10. Voilà. 10. Mais là aussi, c'est la conséquence des élections municipales de 2020. J'attirais l'attention à l'époque sur ces multiples maires d'hiver droite, comme d'hiver gauche d'ailleurs, où on ne pouvait pas savoir de quel côté ça balançait, c'est-à-dire plus vers les extrêmes à droite, plus vers les extrêmes à gauche, en ce qui concerne les d'hiver gauche. Ce qui nous conduit à cette question sur les groupes. Oui, mais moi je regardais les maires au moment des ronds-points, au moment des gilets jaunes, et je ne suis pas du tout étonné que la Seine-et-Marne, pour dire les choses comme elles sont, le Pas-de-Calais, ça, ok, que la Seine-et-Marne, entre autres, est aujourd'hui un sénateur Rassemblement national. C'était dans une logique géographique qui découlait des urnes de mars et de juin 2020, et d'ailleurs à d'autres endroits, le Rassemblement national, quand il a présenté des listes, fait, j'allais dire, des petits scores. Donc il faut regarder ça de près, parce qu'il y a dans le corps électoral sénatorial des divers droites élus, et ce sera élus en 2020, et ce sera le cas vraisemblablement aussi en 2026, qui ont des tendances à aller vers, effectivement, des représentations extrémistes. Et
Un gros bloc centriste que l'on décrit comme stable, avec des débats sur le point de savoir si c'est un équilibre ou une baisse pour la majorité présidentielle, sauf que les choses sont plus subtiles que ça en fonction de la composition de groupe. Oui. Et là, ça me conduit à cette question, que va-t-il se passer dans les prochains jours sur ces constitutions de groupe? Voilà, alors aujourd'hui d'ailleurs, je veux pas dire les négociations vont se passer entre plusieurs groupes, parce que c'est quand même une des particularités du Sénat d'avoir environ 4-5 groupes qui se disputent un électorat, des représentations centristes, et le centrisme sénatorial, c'est plus le centrisme de Le Canuet ou de Peher, qui se retrouvait au sein du groupe Union centriste avec aujourd'hui son successeur, le MoDem. C'est fini, ça, c'est une époque terminée. Les centristes, ils sont au Sénat entre l'Alliance centriste, le vieux parti créé par Jean Arthuis, et qui est Jean Arthuis ne préside plus du tout l'Alliance centriste, bien évidemment. Mais il y a l'Alliance centriste, il y a naturellement l'UDI, fort imposant dans le centrisme, qui lui comprend des radicaux. Alors des radicaux valoisiens, bien sûr, radicaux valoisiens, mais avec contre le gouvernement, mais il y a des radicaux valoisiens qui sont au contraire intégrés à la majorité présidentielle et qui eux se retrouvent dans le groupe RDSE, dans le groupe de François Patria, le groupe de Renaissance, et puis il y a dans la majorité présidentielle, il y a même quelques anciens radicaux on ne peut pas les appeler des centristes. C'était fait, pardon. Il y a même quelques anciens radicaux de gauche en majorité actuelle. Oui, en plus. Et puis des divers gauches, centre-gauche, plus proches. Que va faire Annick Girardin, qui vient de la gauche, qui est radicale de gauche, mais qui est Renaissance. Bon, moi j'ai une tendance toujours à regarder, à faire le point, et je l'ai fait encore cette fois-ci, avec, pour les sortants en tout cas, leur rattachement financier. Le rattachement financier a une signification. On ne donne pas son argent à quelqu'un pour ensuite lui taper dessus. Donc, en règle générale, c'est un critère que personne ne regarde, mais qu'il faut regarder précisément à la veille d'échéances comme celle du Sénat ou demain de l'Assemblée nationale. Et donc, quand je regarde, je vois qu'il y avait une montée en puissance, effectivement, au Sénat, des gens du groupe Horizon. Enfin, le groupe Horizon, il n'y a pas de groupe Horizon. Il pourrait en faire un aujourd'hui, c'est vrai. Il pourrait y avoir un groupe Horizon. Mais c'est pas impossible. Bon, ils ne le feront pas vraisemblablement parce que il existe un groupe tampon qui est le groupe de Claude Maluret, qui a été créé il y a quelques années. Donc ça fait beaucoup de groupes. Je sais plus un nom comme ça. Oui, qui tient compte des territoires. Donc le mot territoire d'ailleurs revient dans pratiquement tous les groupes. C'est comme le mot écologie. Ça, c'est bon. Mais territoire, il n'y a rien d'étonnant. Au Sénat, comme nous sommes au Sénat. Voilà, donc les centristes, ils sont éparpillés un peu partout. Le MoDem, il est au groupe de l'Union centriste, mais en revanche, il est dans la majorité présidentielle. Donc, mais lui, il a plutôt perdu en nombre de sénateurs. Pardon ? Le MoDem, lui, a plutôt perdu en nombre de sénateurs. Alors, le MoDem, c'était le parti historique, je citais le Canuet-Peher, et là, on voit la chute terrible au Sénat, c'est le contraire complet par rapport à l'Assemblée nationale, où le groupe MoDem est effectivement imposant et nécessaire à la majorité, même relative. Donc là, au Sénat, le MoDem ne compte plus. Ils étaient 4, je crois qu'ils vont se retrouver 2, à moins qu'ils arrivent à grappiller. Toujours dans Union centriste, a priori. Mais de toute façon, ils ne peuvent pas quitter, ils sont dans l'impossibilité de faire un groupe, bien naturellement, mais ils sont restés dans la matrice historique du sénatorial, c'est-à-dire au groupe de l'Union centriste, dont ils étaient les initiateurs il y a 30 ans. Donc voilà. Enfin 30 ans, il y a même 50 ans. Et donc RDSE va plutôt grandir, vous pensez, ou alors, stable? le groupe RDSE, dont on annonce toujours la mort, est une botte increvable. Voilà, c'est comme les radicaux, ils existent encore et ils existeront vraisemblablement encore longtemps, qu'ils soient de gauche ou de droite. Et le groupe RDSE,
a une particularité, comme le groupe de l'Union centriste, et ça j'insiste là-dessus parce que c'est une particularité du Sénat, ces groupes tampons, RDSE, Union centriste, c'est un peu différent parce qu'il y a la dominante de l'UDI, mais ce sont des groupes où les sénateurs se sentent bien. C'est-à-dire des sénateurs qui, même de gauche, même socialistes, c'est arrivé en 2017 et en 2020, ne veulent pas être caporalisés, ne veulent pas une dominante et une pression permanente sur les événements, et ils veulent gagner en liberté personnelle et liberté de vote, bien évidemment, et donc le groupe RDSE le permet, le groupe centriste... UC aussi, c'est pas une caporalisation. Pardon ? Le groupe UC, Union centriste, n'est pas un groupe de caporalisation non plus. Oui et non, parce que je veux pas dire non, c'est pas, on ne pourrait pas employer le mot de caporalisation, bien évidemment. En revanche, il y a une discipline de groupe beaucoup plus dure que au groupe RDSE, etc. Mais de par sa constitution, parce que le groupe UDI aujourd'hui, parce que l'UDI en son sein, et puis le président du groupe est le président de l'UDI maintenant, donc il y a une osmose qui se fait qui nécessite effectivement une discipline de groupe. Mais les gens du MoDem, le peu de gens du MoDem, ou d'autres centristes, de l'Alliance centriste notamment, s'y trouvent très bien. Oui. Bon, on leur reproche pas s'ils se sont abstenus, si ceci, cela. Donc, c'est ça. Là, on est loin de oui, mais c'est important au Sénat. C'est la recherche. Oui. C'est la recherche d'une certaine liberté d'action à des moments qui sont importants et pour des votes qui sont comme celui qu'on a vu sur les retraites, etc. Donc qui peuvent diviser, et ces groupes permettent au contraire de pouvoir, d'abord s'exprimer et de conserver une liberté de manœuvre. Bon, ça ne met pas en péril la majorité sénatoriale. Donc il n'y a pas d'affolement, et voilà. Alors le groupe de Claude Malhuret, c'est exactement la même chose. C'est un groupe tampon qui jusqu'à présent reprenait ceux qui se sentaient mal au groupe LR, et des gens qui ne voulaient pas au contraire aller vers des idées extrémistes rejoignaient le groupe de Claude Malhuret. Aujourd'hui, le groupe de Claude Malhuret va vraisemblablement être dominé par Horizon. C'est pas pour autant le parti du maire du Havre, le groupe du maire du Havre, c'est ça que je veux dire. Et il y a là des gens qui pourront s'exprimer de manière... C'est un parti qui a dans son ADN et sa présidence un goût de la diversité. Et ça, c'est une des particularités du Sénat. Les autres débat vif qu'il va y avoir au Sénat, ça va être sur la présidence des commissions, mais c'est un autre sujet. On peut penser à la commission des lois aussi, notamment. La présidence de commission, précisément, ses fonctions, enfin pas uniquement la composition d'abord des commissions et les présidences. Alors c'est vrai qu'il y a deux commissions. Et c'est très important au Sénat. C'est évident. Bon, et puis le titre de président de commission est beaucoup plus important au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Bon, voilà. Donc ça a toujours fait partie du décorum, en quelque sorte, du côté chapeau à plumes avec un vrai travail derrière quand même. De grande qualité. Ça ne retire pas précisément ce décorum, ne retire pas la qualité des travaux et la paisabilité en quelque sorte dans laquelle vivent les sénateurs. Faut arrêter de faire de raconter des histoires des moquettes épaisses du Sénat. C'est une caricature. On y bosse vraiment un réel travail. Des rapports qui sont, on l'a vu sur les collectivités locales, les collectivités territoriales récemment. Donc le Sénat a une force de travail, une force de compétence qui est due effectivement, à la connaissance du terrain. Et j'allais dire pratiquement au cumul des mandats que avant de devenir sénateur, les futurs candidats accumulent en quelque sorte et font bénéficier ensuite, c'est ça qui est important. Un cumul de connaissances. Leurs pairs font bénéficier
le Sénat en entier et en même temps permettre une discussion plus grande avec l'Assemblée nationale et avec le gouvernement, bien naturellement. En tout cas, on peut dire que beaucoup de gens surveilleront avec attention la commission des lois notamment et sa présidence. Oui, alors non, mais la commission des lois va pas changer finalement. Ah bon? Non, je pense pas. Ah d'accord. Je crois. En revanche, il y a deux commissions effectivement qui sont de par le règlement. Enfin deux présidences de commission qui de par le règlement vont changer de président, la commission des affaires étrangères et de la défense nationale, puisqu'il y a une règle au Sénat, enfin une règle récente, qui fait qu'on ne peut pas aller au-delà de 2 mandatures. Donc deux présidences, la commission des affaires économiques, je crois, et la commission des affaires étrangères. Donc 2 commissions dont les présidences sont très recherchées, et là il y a des candidats effectivement qui se préparent cette semaine à mener campagne au sein de leur commission. Et puis il y a peut-être d'autres présidences de commission qui vont changer en fonction du rapport de force intérieur. Voilà, socialistes, écolos, et tout ça. Donc et puis après il y a l'enjeu effectivement, une fois tout ça réglé, chacun dans sa case, il y a le problème des secrétaires, des questeurs, des vice-présidences, et tout ça se joue mercredi prochain. Dernière question. Évidemment, l'équilibre du Sénat, au sein du Sénat, est important pour l'équipe des futures commissions mixtes paritaires dont nous mesurons l'importance depuis singulièrement 2022. Bon, tous les spécialistes savaient que c'était très important avant, mais c'est vrai que beaucoup de majorités se font en réalité à ce moment-là. Il n'en demeure pas moins que ça alimente une question sur les pouvoirs et contre-pouvoirs, ou équilibre des pouvoirs, qu'au bout de selon les gens qui l'évoquent, qui se revendiquent de Montesquieu, et c'est une analyse et une revendication de Montesquieu qui, je crois, vous agace, car ce n'est pas ainsi institutionnellement qu'on peut présenter les choses. Non, d'abord, Montesquieu ne m'agace pas. Non. Au contraire. La déformation de sa pensée, tout à fait. C'est que je voulais dire. C'est précisément ça. Et à force d'avoir dit le pouvoir arrête le pouvoir, ou d'avoir usé cette formule, on voit des contre-pouvoirs partout. Arrêtons de gamberger là-dessus. Et ce qui m'attriste, c'est quand, je dis franchement, quand le président du Sénat dit dimanche soir, ou la veille, je ne sais plus, le Sénat est un contre-pouvoir. Non. Interrogez les membres du Conseil constitutionnel, il n'y en a pas un qui vous dira qu'une assemblée parlementaire est un contre-pouvoir. Une assemblée parlementaire fait partie du Parlement, le Parlement est un pouvoir, il n'y a pas de contre-pouvoir au sein du pouvoir. Et il y a, en revanche, parce que c'est la définition... Il y a des pouvoirs distincts. Mais il y a un droit de l'opposition qui a été reconnu en plus par la réforme constitutionnelle de 2008, il ne faut pas l'oublier, et qui permet à des groupes de se déclarer groupes d'opposition, et à d'autres groupes minoritaires. Bon, tout ça ne constitue pas cette notion de contre-pouvoir. Les contre-pouvoirs, ils appartiennent à d'autres éléments qui contribuent à l'action publique, qui contribuent à la vie publique, que sont les partis politiques, que sont les syndicats, que représente la presse également, et donc un droit de regard, un droit de contrôle. Mais ce contrôle n'est pas organisé, et la démocratie fait en sorte que nous ne vivons pas avec des systèmes qui devraient demain constituer pour de bon alors des contre-pouvoirs. Sinon, le système ne fonctionne pas. Le système, l'organisation des pouvoirs publics ne fonctionnerait pas. L'ancienne garde des Sceaux et ancienne membre du Conseil constitutionnel, Belloubet, disait dans une réunion de notre comité d'histoire de la Ve République présidée par Didier Mauss, disait « Le Parlement est un pouvoir, il n'y a pas de contre-pouvoir ». Je reprends son expression et elle le démontrait très bien comme je viens de le faire. Il y a, appelons ça peut-être des cohabitations forcées,
Quand il y a eu les expériences de cohabitation, personne n'a parlé de contre-pouvoir, je vous ferai remarquer. Ce mot n'existait pas dans le vocabulaire de l'époque. C'est vrai. Il y a une cohabitation. Parce que nul ne pouvait contester la légitimité de chacun des pouvoirs. Voilà. Et revenons à une histoire qui finalement constitutionnelle n'est pas si éloignée, donc les cohabitations. Donc il n'y a pas de contre-pouvoir. Alors que le Sénat soit contre le pouvoir, ça c'est peut-être ce que le président voulait dire, et ça il le pense et il le dit et il l'affirme à chaque fois, ça j'en conviens parfaitement, nous observons ça tous les jours, mais c'est pas... il dit ça tout en jouant parfaitement le jeu en réalité de la constitution de majorité texte par texte, mais bon. Mais oui, donc si demain nous avions alors en permanence un système où le Parlement qui est chargé de légiférer et de contrôler l'exécutif se mettait en situation de contre-pouvoir, le système régulier des institutions ne fonctionnerait pas. Alors on va dire aussi que l'Assemblée nationale est un contre-pouvoir, ça fait beaucoup de contre-pouvoirs tout ça. Donc il y a un pouvoir législatif dans lequel il y a un nouvel équilibre à chaque élection, y compris celle qui vient d'avoir lieu. Il faut remettre les choses un peu à sa place et dans l'ordre. Et le Parlement a une mission, légiférer et contrôler. Il y a un plus à l'Assemblée nationale, c'est qu'effectivement le gouvernement peut être renversé par l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas le cas au Sénat. Mais en dehors de ça, il n'y a pas il y a des assemblées qui se trouvent dans une situation de fronde, ce qui est le cas du Sénat actuel, parce que finalement l'objet c'est de rechercher le consensus. Enfin, c'est ce que nous dit en tout cas le président de la République. Bon, regardons si des efforts sont faits, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Donc des efforts sont faits au Parlement, proprement dit, pour faire avancer les choses et trouver des modus vivendi, des solutions de consensus. Voilà, ça c'est le boulot, c'est le job de l'Assemblée nationale. Et du Sénat, le job c'est pas de contrer et d'être en permanence contre quelqu'un ou contre une autre institution. Donc cette notion est complètement stupide et inadéquate dans notre cursus et notre fonctionnement législatif. Bien, merci beaucoup Denis, et puis à bientôt pour d'autres vidéos, et puis on va tous suivre dans les jours à venir la composition des groupes. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.